La France est dans la tourmente, à un mois des élections présidentielles, après un premier débat historique sur TF1 où les 5 candidats les plus représentatifs se sont affrontés en direct. Eh bien, la campagne présidentielle française a été de nouveau éclipsée par des affaires, avec l'élargissement de l'enquête visant le candidat de droite François Fillon et la démission du ministre socialiste de l'Intérieur Bruno Le Roux. Alors, pour en parler avec nous, Michel Tobman, bonjour. Vous êtes notre analyste politique, en présence en plateau Maurice Fergan et Jonathan Serrero. Alors, Michel Tobman, la démission du ministre de l'Intérieur, ça fait le 5e ministre de François Hollande qui quitte le gouvernement pour des affaires. Ça fait quand même mauvais genre. Hein. Ah oui, alors c'est le problème du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. On a entendu hier un certain nombre de socialistes se féliciter en disant, vous voyez, le fait que Bruno Le Roux ait démissionné, le fait même que 5 ministres aient démissionné suite à des affaires en 5 ans, sous François Hollande, c'est la preuve que la justice est indépendante, c'est la preuve que François Hollande met en acte sa volonté de moraliser la vie politique. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Mais en même temps, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, les affaires étaient étouffées. Pendant très longtemps, la justice était aux ordres. Pendant très longtemps, la presse ne parlait pas de ces affaires ou elle en parlait à mi-mot. Mais en même temps, ça fait quand même très mauvais effet sur les Français, car ça révèle des mœurs qui ne sont pas celles de la majorité de nos concitoyens. Oui, mais toutes ces affaires avant la présidentielle, justement, c'est pas un acharnement judiciaire ? Ben écoutez, évidemment, la droite a parlé d'acharnement judiciaire avec François Fillon. La gauche, elle, a retourné finalement de manière assez astucieuse, avec François Hollande à la manœuvre, elle a retourné comme au judo une faiblesse en force, hein, c'est-à-dire en disant on respecte la justice, on veut moraliser la vie politique, l'un d'entre nous a peut-être mal agi, hein, peut-être, parce qu'il n'est pas reconnu coupable pour l'instant, donc vous voyez, on lave plus blanc que blanc, c'est très bien. En même temps, les partisans de François Fillon disent c'est de l'acharnement judiciaire. Moi je dirais que la présomption d'innocence existe. On a vu plein de gens dans le passé, et des hommes politiques, et puis des simples citoyens accusés de plein de choses, et parfois des choses très graves, et puis finalement bénéficier d'un non-lieu, être relaxé. Il n'empêche que dès lors que des accusations sont portées dans la presse, dès lors qu'elles sont d'une certaine gravité, il était normal que le parquet national financier ouvre une enquête, et s'il ne l'avait pas fait pour Bruno Le Roux, on aurait pu dire qu'il a fait une exception pour François Fillon. Bon, heureusement ou malheureusement, la gauche et la droite sont équitablement servies. Mais Michel Tobman, comment les Français perçoivent les choses? Ils doivent se dire, les Français, ils sont tous pourris, c'est politique. Je pourrais parler au nom de tous les Français, mais c'est vrai que l'espèce de satisfaction qui règne à gauche en disant, vous voyez, qui n'est pas totalement infondé. Vous voyez, nous, on est propre, on a réglé le problème. Et même ce matin, le Parti socialiste a demandé à François Fillon de retirer sa candidature, ce qui est absurde aujourd'hui, puisque la droite ne peut plus le remplacer. On sent que la gauche veut faire une opération politique. En même temps, je pense que malheureusement pour les Français, et on l'entend quand on écoute les auditeurs à la radio ce matin, les gens sont de plus en plus écœurés, et cela va renforcer l'abstentionnisme et aussi le vote Front National, parce que la majorité des gens n'ont pas les moyens d'embaucher leurs enfants, leurs femmes, avec des fonds publics. Un épicier, un petit entrepreneur, il va faire travailler son fils pendant l'été, c'est normal. Mais il le paiera avec ses propres deniers. On a le droit d'avoir des emplois familiaux à l'Assemblée. Oui, mais le problème, on a le droit, et là, une fois de plus, on a le droit, mais c'est mal jugé par les Français, parce qu'il y a 3,5 millions de chômeurs officiellement et plus en réalité, et que cela apparaît comme des privilèges. Non mais cela apparaît comme des privilèges. Oui. Donc c'est légal. Peut-être que François Fillon et Bruno Le Roux ne seront jamais condamnés. Peut-être que ce qu'ils ont fait est légal, mais aujourd'hui cela choque les Français. Et justement, puis, politiquement, on parle des Français qui sont choqués, mais en Israël, comment on perçoit ces élections françaises, Maurice Fergan? Écoutez, les Israéliens suivent cette campagne électorale avec beaucoup d'attention, mais disons que l'attention est surtout focalisée sur une vedette, sur quelqu'un qui attire tous les projecteurs de la presse israélienne et des médias, c'est Marine Le Pen. C'est ça qui intéresse les Israéliens.
qu'est-ce que l'extrême droite veut proposer et quelles sont ses chances. On a vu la même chose en Israël. Israël a focusé sur les élections sur Wilders aux Pays-Bas en disant il y a une montée de l'extrême droite en Europe, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les verrous vont céder? On a vu quand les Pays-Bas ont résisté. Maintenant, il y a la question des élections en France. Après, les Israéliens vont s'intéresser à Merkel. Est-ce que Merkel, elle aussi, va tenir le coup face à une montée de l'extrême droite? C'est ça qui intéresse les Israéliens. Jonathan, est-ce que vous pensez que le climat est serein en France pour choisir un président de la République? Disons qu'il y a une élection prévue pour dans un mois maintenant. Le calendrier ne sera pas changé à moins d'un tremblement de terre. Aujourd'hui, les Français savent en général faire leur choix comme bon leur semble au moment T lors de cette élection et sauront choisir le candidat qu'ils souhaitent le jour de l'élection. Bon, c'est possible ce genre comme ça d'environnement politique en Israël avec Netanyahou qui est quand même sous le coup de plusieurs enquêtes et Ehud Olmert qui est en prison. On a l'impression que c'est un environnement qui est plus palpable ici. Écoutez Valérie, je souriais quand Michel nous décrivait l'atmosphère en France parce que finalement c'est exactement les mêmes mots qu'on a utilisés pendant de longues années ici. J'ai noté la preuve d'indépendance de la justice, le respect de l'état de droit. On a utilisé ces arguments chaque fois qu'un des ministres ou que le président de l'État était devant les juges en disant c'est la preuve que ce pays est grandiose puisqu'il fait tout pour faire le ménage et lutter contre la corruption ou contre le vice et le crime. Alors, oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que ça fait pas bien. Deuxième argument, c'est vrai que le Premier ministre israélien est l'objet d'enquêtes de police pour des choses qui sont relativement grave, notamment il aurait reçu des cigares et du champagne sans en avoir informé le fisc. Ça c'est très grave. Alors le Premier ministre a dit que c'était pas lui, c'était Sarah Netanyahu qui s'occupait du ménage. C'est vrai que ça fait pas bien, mais c'est pas illégal. C'est pas un problème moral, de valeur morale. C'est ressenti par les Israéliens comme des privilèges. Maintenant, est-ce que c'est pénal? Là, la justice est en cours. La différence avec la France, c'est que ici c'est un Premier ministre en exercice qui est sous le feu de la justice, alors qu'en France, dès le moment où quelqu'un était en exercice, je pense qu'il est démis de ses fonctions ou il se retire. Mais on n'a pas vu de président ou de ministre français sous examen, mis en examen et maintenir ses fonctions. Jonathan ? Il faut se souvenir que lors de la dernière campagne électorale ici en Israël, c'était en 2015, la compagnie de communication V15 qui s'était occupée, qui avait des liens avec l'opposition, avait mené une campagne contre le Premier ministre, avait ressorti toutes les affaires du Premier ministre Netanyahou. Benjamin Netanyahou avait adopté une position qu'il adopte aujourd'hui toujours. Il n'y a rien. Il n'a rien parce qu'il n'y a rien. Il défend cette position jusqu'à arriver le jour du vote et être donc élu une nouvelle fois. Michel Thoman, est-ce que vous pensez qu'il faut une trêve de la justice pendant la campagne? Pourquoi les affaires sortent tout le temps pendant les campagnes? Écoutez, non, je pense qu'on ne peut pas décréter une trêve de la justice. Au nom de quoi, hein? Au nom du fait que ces affaires ne sont pas très graves, mais si demain un candidat était accusé de meurtre, on dirait non, on ne doit pas le poursuivre. Non, il n'y a pas de demi-mesure. La justice doit s'exercer toujours, tout le temps, comme la liberté de la presse doit s'exercer toujours et tout le temps. Et par contre, c'est aux journalistes et c'est aux magistrats de faire preuve de perspicacité et parfois de mesure, hein, et de ne pas agir n'importe comment au risque d'entraver un processus électoral. Mais là, manifestement, on peut reprocher à la justice et à la presse, que c'est quand même d'abord la presse qui a sorti de l'affaire, d'intervenir dans la campagne électorale, mais on peut aussi reprocher aux partis politiques de ne pas avoir fait preuve quand même de plus de précaution dans le choix des candidats. Hein, on peut le dire pareil pour le choix des ministres, c'est-à-dire que on s'est aperçu, et on peut pas incriminer François Hollande parce que c'est pas dans la tradition française de faire des enquêtes sur les ministres, comme ça peut se faire d'ailleurs aux États-Unis où ils passent devant des commissions où ils doivent prouver un certain nombre de choses sur leur vie privée. Mais il y a eu quand même le précédent Cahuzac qui est la plus grave affaire, et comment dire, François Hollande a été dupé par son ministre qui était aussi un ami. Il lui a dit les yeux dans les yeux.
yeux qui n'avait pas de compte en Suisse. Mais avoir un ministre du budget qui fraude le fisc, c'était très très grave. Donc je pense qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas la justice qui sont responsables, même si la presse et la justice peuvent parfois commettre des excès. Vous pensez, Maurice Ferrand, que la justice, ici en Israël, elle est plus indépendante qu'en France ? Non, c'est la même chose. Et la presse La presse peut-être a un ton plus impertinent, plus indépendant, je ne sais pas, elle est malgré tout liée à des intérêts économiques et politiques. Il y a eu le lien entre Noni Moses et Benjamin Netanyahou. Exactement, je veux dire, la presse en Israël a un ton beaucoup plus impertinent vis-à-vis de ses responsables. On les pousse, par exemple en ce moment, il y a le fameux procès en diffamation intenté par Benjamin Netanyahou vis-à-vis d'un journaliste sarnais qui avait affirmé que Sarah Netanyahou avait carrément viré... Pourtant, on a un ministre, Aryeh Deri, qui a été condamné et qui est au gouvernement. Oui, il a été condamné, il a purgé sa peine, il a payé, et maintenant il est retourné au gouvernement parce que, ça c'est peut-être une différence avec la France, je ne sais pas, ça Michel va nous dire, ici il y a cette notion d'infamie. Je veux dire, dès le moment où quelqu'un est condamné, s'il paye sa peine, s'il fait sa peine, il peut reprendre ses activités politiques, sans aucun problème, sauf si les juges ont décidé qu'il avait une infamie, qu'il ne pouvait pas se représenter. C'est-à-dire si c'était un meurtre, ça dépend du délit, du crime? Non, ça dépend des juges qui décident que le délit ou le crime était suffisamment grave pour enlever à ce responsable politique la capacité de se représenter ou d'exercer des fonctions publiques. C'est-à-dire quelqu'un qui mettrait la main dans la caisse de l'État de façon éhontée et ouverte ne pourrait plus gérer les caisses de l'État. C'était pas le cas d'Aryeh Deri qui avait des... On a même un ancien Premier ministre qui était en prison, Ehud Olmert. C'est d'ailleurs le recours qu'avait déposé Yair Lapid après la nomination d'Aryeh Deri pour empêcher donc Aryeh Deri de se représenter au ministère de l'Intérieur. Il avait déposé le recours à la Cour suprême. D'ailleurs, ici en Israël, on se demande, en période de guerre contre le terrorisme en France, changer de ministre de l'Intérieur, Michel, quelles conséquences? Écoutez, oui, vous avez raison, c'est un problème politique de premier plan. Je pense qu'il n'y aurait pas eu l'affaire Fillon. L'affaire Leroux aurait éclaté hier, avant-hier. François Hollande aurait expliqué que Bruno Leroux est accusé de certaines choses. On va laisser la justice faire son travail, mais étant donné la gravité de la situation, étant donné les risques terroristes qui pèsent sur la France, le ministre de l'Intérieur terminera sa mission dans 1 mois et demi, c'est-à-dire au lendemain de l'élection présidentielle, le 15 mai. Là, c'est la pression, c'est l'affaire Fillon, et c'est aussi le sens politique de François Hollande, qui a un choix politique, presque politicien, qui finalement correspond à un besoin de moralité. Mais il y a les deux, il faut pas être naïf, vous voyez ce que je veux dire. François Hollande est un politique qui aujourd'hui soutient les candidats qui sont contre François Fillon, principalement Macron et peut-être Hamon. Mais c'est quand même un vrai problème de savoir que avec les risques... manœuvre de François Hollande justement d'avoir accepté la démission de ce ministre de l'Intérieur qui continue finalement, Fillon qui continue et puis son ministre qui... Oui, c'est quand même c'est bien joué de la part de François Hollande, mais en même temps il faut rendre hommage à François Hollande. Il a eu beaucoup d'affaires pendant son quinquennat, mais il a eu vraiment la volonté, peut-être poussé par la pression, il a peut-être mal choisi ses ministres aussi, Voilà, mais en tout cas, du point de vue de la lutte contre le terrorisme, c'est peut-être un problème. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de graves attentats, car on a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui n'est pas expérimenté. Heureusement qu'il est sous l'autorité de Bernard Cazeneuve, Premier ministre, qui a été ministre de l'Intérieur. Je vais poser une question, parce qu'il y a quand même un problème de fond dans cette question-là. Ce ministre, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe qui. Oui. Or, les élections sont supervisées jusqu'à présent par le ministre de l'Intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur qui est lui-même soupçonné de fraude serait celui qui assure la régularité des élections. Je ne vois pas comment François Hollande aurait pu accepter une telle situation. Mais en tout cas, la question ne se pose plus. Ça a été réglé très vite, en 24 heures. Ça a été bien réglé politiquement, mais ça ne change rien à la morosité, même au dégoût des Français, de beaucoup de Français, à l'égard de la politique. 40% des gens ne savent pas encore pour qui ils vont voter, et une grande partie des gens, ce qui est très rare aujourd'hui, sont indécis, et beaucoup de gens, on aura peut-être une abstention record à la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup.